Voici un exemple assez didactique d'inclusion canine bilatérale. Ce cas permettra de montrer, sous deux plans différents, tout le protocole chirurgical. Il s'agit d'un sujet de 14 ans chez qui la situation restait désespérément bloquée. L'indication de désinclusion a été posée. Le premier temps a consisté à extraire les canines temporaires, 4 semaines plus tôt, pour avoir un plan muqueux parfaitement stabilisé. Les manipulations tissulaires peuvent alors commencer. Nous avons laissé aux jeunes patients le choix de pratiquer une ou deux interventions dans la même séance, et c'est au terme de la première désinclusion qui nous a autorisés à continuer. Alors, on va commencer l'intervention donc pour désinclure cette canine. On va commencer par l'anesthésie, qui se fait dans le secteur surtout palatin. L'avantage de l'anesthésie palatine, et vous verrez qu'on en refera d'autres, c'est d'obtenir une ischémie absolue du site, parce que le site est traversé par de très nombreuses artérioles qui sont souvent source de saignement. Alors, chaque fois qu'il y aura un saignement, eh bien, on n'hésitera pas à remettre de l'anesthésie sur place. On va pouvoir individualiser donc le petit lambeau dont nous allons habiller le septum médial de la prémolaire. Donc un petit lambeau qui aura une hauteur de 5 à 6 mm. Ouvre-le, Alexandre. Merci. Et préparé. Bon. Alors l'idée est de venir soulever ce petit lambeau pour le dissocier du plan sous-jacent. Alors il faut qu'il ait une certaine épaisseur, pas trop fin parce qu'il n'aurait aucun pouvoir inducteur, ni pas trop large parce qu'on ne pourrait pas le tourner, il serait trop épais. Voilà, à partir de ce moment-là, donc, on commence donc à individualiser le petit lambeau. Il faut inciser tangentiellement par rapport au plan muqueux. Et on fait un petit mouvement latéral. Et comme on a encadré l'incision, au fur et à mesure que l'on avance, le petit lambeau se dissocie. Voilà, on verra, ouvre grand, s'il te plaît. On verra ultérieurement à ajuster l'épaisseur du petit lambeau. Et pour ne pas qu'il nous gêne pour le reste des interventions, on le colle dans son extrado sur le palais avec une colle à prise immédiate qui est un cyanoacrylate chirurgical. Donc voilà le site qui est prêt et qui va nous permettre donc d'arriver jusqu'à la dent. Alors l'examen scanner a permis de localiser la couronne qui se trouve en contact de l'incisive latérale et centrée dessus. Donc nous allons très délicatement accéder à cette couronne. Voilà, parfait. Alors, on s'attachera bien sûr à faire très attention à ne pas léser l'incisive latérale. Et au fur et à mesure que l'on avance, vous voyez par exemple ici, donc en cas de saignement qui rend le site difficile à observer, eh bien on réinflige très facilement du vasoconstricteur avec l'anesthésie. Voilà, on commence à voir ici la canine.
Donc on voit qu'il ne s'agit pas d'une inclusion très profonde. Mais les principes resteront les mêmes pour une inclusion plus profonde. Ouais. Donc on prépare le chemin en direction du site où la dent va arriver pour lui faciliter un peu le passage. On n'hésitera pas à réanesthésier le site, toujours pour les mêmes raisons. Il existe de très grosses artérioles qui traversent le palais. Et la seule manière de les juguler, ce sera de réanesthésier. Ouvre grand. Ouais, on continue. Alors là, on commence avec la partie un peu délicate. C'est-à-dire que il faut découvrir suffisamment de couronnes dentaires. Il faut aussi préparer le site de l'endroit où va arriver le petit lambeau. Ouvre grand s'il te plaît. Voilà. Parce que ce petit lambeau que vous voyez là, en fait, il doit venir ici tapisser le septum médial de la prémolaire. Si on ne procédait pas comme ça, on n'aurait aucune chance de faire en sorte que la canine soit définitivement dégagée. Donc avec cette fraise, très délicatement, on s'attache à lisser et à affiner l'os et la gencive qui entoure la prémolaire. Maintenant, il est probable que le petit lambeau vienne, sans trop de retouches à faire, vienne tapisser ce septum mésial. Alors, maintenant, on veut, comme on l'a vu dans les autres images, on veut assurer une certaine hémostase et surtout bloquer la croissance épithéliale. Eh bien, on va utiliser une fraise, qui est une fraise en forme de roue, pour pouvoir désépaissir l'intérieur du lambeau, ici, pour pouvoir le faire tourner sur lui-même. Donc, pour assurer le fait qu'on ne puisse voir quelque chose, regardez comment l'anesthésie joue parfaitement son rôle. Pour savoir si on va pouvoir ourler sur elle-même cette fraction de gencive pour justement tapisser l'intérieur de ce cratère. Bon, ça semble déjà pas trop mal annoncé. Alors, on va faire une petite alvéolectomie conductrice ici pour faciliter le déplacement de la dent vers son site d'éruption optimal. On peut en enlever encore. Voilà. Hors de question d'enlever bien sûr tout le septum vestibulaire parce qu'on a besoin de l'os vestibulaire. Voilà. Donc, voilà. À ce stade-là, on peut commencer à penser à refermer un petit peu la plaie. Alors, on va réinjecter de l'anesthésie. Et c'est à ce stade qu'on s'interroge sur l'épaisseur du petit lambeau. Oui, il est suffisamment épais, pas trop. Et on va un petit peu le régulariser dans son extrémité. Voilà. Donc, une fois qu'on est sûr qu'on pourra bien le plaquer, donc je vais vous montrer comment on fait un fil pour pouvoir tirer on fait un nœud à l'extrémité du fil, un nœud à 3 ou 4 tours pour avoir
un nœud consistant pour pas qu'il passe à travers ce petit lambeau au moment du serrage. On lui laisse une certaine longueur pour pouvoir tirer dessus après l'intervention pour défaire le fil. Le lambeau est saisi. Le lambeau est saisi. Alors comme on veut le faire aller apicalement le long de ce sinus, donc dans ce cas précis, on ne s'attachera pas à l'arc vestibulaire dans un premier temps. On exerce une traction. Là il est parti à l'envers, c'est pas grave. Et on se rend compte que quand on serre sur le fil, eh bien, le petit lambeau est plaqué en direction du septum gingival. Alors, pour le stabiliser, on passe de l'autre côté. Et on vient faire un nœud. Et on vient faire un nœud donc autour de l'arc d'orthodontie. Une double clé permet de finir le serrage, qui doit être doux pour ne pas que le nœud se dépasse. On y colle un petit point d'histoacryl et là le nœud est strictement stabilisé. Et là le septum mésial est déjà pas mal recouvert. Maintenant on va s'occuper d'ourler donc la gencive sur elle-même. Alors là encore pareil, nous allons faire une fixture discontinue, donc 3 petits tours ou 4 petits tours pour faire un nœud. On en laisse une extrémité pour pouvoir le retirer dans une semaine. Donc à ce stade, on prend une petite pince et on transforme cette aiguille de 3/8 de cercle. On la transforme en aiguille demi-cercle pour les raisons que l'on va voir tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, en tournant sur elle-même, on va pouvoir faire des boucles courtes. Voilà. Pour pouvoir rouler donc cette partie-là, voilà, ouvrez grand, ouvre grand s'il te plaît. D'accord. Voilà. Et là aussi, donc maintenant qu'il y a une gorge qui a été faite le long de l'os qui entoure la dent, on s'insère dans cette loge et on reste dans le plan muqueux. Et on fait une boucle qui n'intéresse que le plan muqueux. Et on va de proche en proche retourner ce plan muqueux sur lui-même pour en fait venir tapisser l'intérieur de ce cratère. Alors aujourd'hui l'hémostase dans ce cas précis c'est déjà installé, donc on a un tout petit saignement. Parfois on a du mal à la voir, donc on réinfiltre bien sûr beaucoup de fois de l'anesthésique dans cet endroit-là, et dans la majorité des cas, au moment de où on finit
le dernier nœud qui va justement profondément dans le parenchyme ici, là, on verrouille les artérioles. Alors, quel est le but donc de cet état-là dans lequel nous sommes? Eh bien, la couronne est dégagée suffisamment pour y mettre le point d'ancrage. Le septum mésial ne bourgeonnera pas puisque d'ores et déjà on l'a tapissé d'un tissu épithélio-conjonctif, et on va venir guider la cicatrisation avec un pansement chirurgical de maintien. Alors, pour tracter ce fil et pour qu'il assure là encore la tension et l'obturation des artérioles, là aussi une double clé est faite autour de l'arc vestibulaire. Et cette clé est ensuite verrouillée par un petit point de colle de sécurité. Voilà. Voilà. On peut couper très court. Voilà. On considère qu'à ce stade-là, l'intervention est terminée. On va raccourcir un petit peu pour y voir un peu plus clair les extrémités des fils que nous avons laissées un petit peu longues. En fait, la semaine prochaine, quand nous retirerons les fils, eh bien, nous n'aurons besoin que de tirer sur cette extrémité-là pour défaire ces sutures. Voilà, donc nous avons bien sûr demandé l'autorisation à notre courageux patient et il nous laisse faire l'autre côté de l'intervention. Alors de la même manière ici, nous contrôlons l'enfoncement de la lame pour ne pas aller trop profondément, pour ne pas se retrouver avec un petit lambeau qui soit trop épais. Donc on distingue un véritable petit rectangle. Donc on a vu que l'épaisseur de ce lambeau était importante à respecter pour ne pas risquer de ne plus pouvoir le faire tourner. Donc il est soulevé délicatement comme ça. Et ça. Voilà, vous voyez que dès qu'on pénètre dans les espaces profonds, ça saigne très vite, mais c'est tout à fait habituel. On va dire que c'est presque la partie la plus délicate de cette intervention, c'est d'assurer l'hémostase très continuellement pour être sûr de bien y voir. Là, vous voyez que le petit lambeau s'individualise délicatement. Il faut que l'assistante soit exactement à l'angle entre le palais et le lambeau pour pouvoir assurer la visibilité de la plaie. Voilà, une fois qu'on a dépassé à peu près le niveau de la prémolaire, et bien là encore, le lambeau est positionné comme ça. Une petite goutte de colle est posée, ouvre grand, voilà. Une petite goutte de colle est posée. Et il n'y a pas de retour de ce petit lambeau. Les images caninaires que nous vous montrerons plus tard prouvent que la pointe canine est là. Dans d'autres cas, on l'a trouvé beaucoup plus enfoncé que ça. Et là, on vient très délicatement au contact de la couronne, qui est très facilement reconnaissable, parce que autrement plus dur,
que l'os environnant. Donc là, de proche en proche, voilà, la couronne a été observée ici. Alors, dans la mesure où l'inclusion est plus profonde ici, les besoins de dégagement sont plus importants. C'est pour ça qu'on n'a pas hésité à ouvrir plus grand, pour pouvoir être sûr de laisser une clé large. Voilà cet instrument en action, qui est censé rogner un petit peu sur l'enveloppe osseuse et désépaissir l'intrado du lambeau, que l'on peut tester tout de suite. Vous avez ici des conditions habituelles de saignement. Donc à ce stade, on peut apprécier que le lambeau est retournable sur lui-même, pas forcément ici, donc là on va aider un petit peu à ce qu'il se retourne sur lui-même. Donc nous allons poursuivre l'insertion de cet instrument qui va permettre cette rotation du bord du lambeau. Alors, voilà un petit peu la couronne visible. Alors on se demande là si on va plus loin. Non, je pense que ça va suffire. En ourlant les tissus, on verra de la dent et puis une surface suffisante pour y coller le braquet. Le petit lambeau va être saisi. Alors là, il s'avère qu'il est un petit peu long et un petit peu épais, chose qui arrive bien souvent. Donc, vous allez voir comment on peut le désépaissir. Ouvre bien grand, si tu peux descendre. Voilà. Je vais désépaissir en le tenant comme ça et en faisant une incision comme ceci pour le rendre très fin dans son extrémité. Là, on voit qu'il va être capable de couvrir le septum médial. Donc, il est à la bonne longueur. Voilà comment on transforme. Pour les besoins de cet ourlage, comment on transforme l'aiguille 3/8 de cercle en une aiguille quasiment en demi-cercle. Ça se fait de proche en proche. Certains pourront choisir d'avoir les deux fils pour ne pas s'embêter. Voilà, voilà l'aiguille transformée, donc est capable de rentrer et sortir assez facilement. Et pas trop à distance du point d'entrée. C'est là que le petit lambeau s'ajuste, puisqu'elle est dedans. Voilà. Et la couronne dentaire est ici, donc il faut que le lambeau n'ait pas forcément une extrémité à angle droit. Donc on va un petit peu là aussi le façonner, qu'il ait une espèce de forme un petit peu conique. Parce que la couronne, voilà, la couronne gêne. De la même manière que tout à l'heure, le petit lambeau est tracté et on se rend compte qu'il plaque parfaitement le long du septum mésial de la prémolaire. Donc l'assistante maintient la tension du fil et une double clé
est faite. Tiens. Alors, là nous allons commencer la rotation de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, du fait de l'important saignement, il n'est pas étonnant aussi d'avoir à réanesthésier assez souvent le patient, car l'anesthésique est entraîné par le saignement. Donc là, on le voit d'un autre point de vue. Donc vous voyez que la traction, l'insertion, donc on cherche le contact osseux, on passe légèrement au-dessus, on est dans le plan muqueux et on exerce donc une pression. Et vous voyez qu'il faut quand même un demi-cercle pour sortir très vite et venir faire l'ourlet. Il faut aller suffisamment profondément à ce moment-là, parce que les artérioles ici sont nombreuses, et comme je le disais tout à l'heure, on va aller les saisir dans cette dernière action pour les clamper. Et vous voyez que c'est efficace, ça ne saigne plus. Donc on revient sous l'arc en vestibulaire. Voilà. Et on va faire ici une double clé de la même manière. Voilà. La traction doit être légère, mais suffisante pour résister à une éventuelle poussée hémorragique. Voilà l'aspect typique de ce que doit être la plaie au moment de la fermeture. Alors ce que l'on pourrait dire un petit peu par rapport à toute cette technique et cette désinclusion parfois que certains me font faire de manière précoce, c'est qu'il y a réactivation de l'éruption sitôt que l'on a touché à la dent incluse. Ça semble être une réponse quasi constante au fait que, pour ceux qui n'exercent pas de traction immédiate, on observe que les dents se remettent à pousser, si on peut dire, sitôt qu'on a activé un processus biologique dont personne n'a jamais parlé et qui a fait que l'éruption a calé, en fait, hein. Et le fait d'y retourner, allez-y, Patricia, refait démarrer cette intervention. Comment allons-nous terminer l'intervention? En fait, pour pouvoir guider la cicatrisation et protéger la plaie, un pansement photopolymérisable que nous utilisons et qui est utile généralement en dentisterie restauratrice, il s'agit en fait d'un silicone photopolymérisable que nous appliquons au doigt légèrement mouillé. Voilà.
pour pouvoir donc l'ajuster dans la plaie. Et il est durci, exactement comme les procédés de durcissement que nous connaissons en dentisterie. Donc ce pansement est censé ne pas bouger pendant la semaine qui suit. Donc pour ne pas qu'il se sauve, nous allons interposer un petit point de colle périphérique. Et très habituellement, le pansement est retrouvé la semaine d'après. Alors de la même manière, donc du côté opposé, le petit pansement est ajusté, appuyé assez fermement pour être sûr qu'il aille bien au fond. Et il est ajusté. Pour le faire tenir, on peut utiliser l'arc vestibulaire pour le stabiliser. Voilà, il est parfaitement adhérent, il plaque bien, il fixe les tissus, et bien nous pouvons le polymériser. J'ai volontairement fait monter jusqu'au niveau de l'arc pour justement s'assurer qu'il ne bougera pas. Alors les suites opératoires sont généralement reproductibles, c'est-à-dire que pendant les 36 premières heures où s'installe l'œdème, il faut savoir couvrir les enfants, c'est-à-dire leur donner du paracétamol à dose régulière. Et très vite après, les douleurs s'estompent. Et quand je les revois une bonne semaine plus tard, eh bien, il n'y a plus de douleur véritable. Alors, pour pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure, dans certains cas, donc il est bon de coller ces pansements. Alors, on sèche bien le pansement et le petit point de colle va glisser entre le pansement et le plan muqueux et rester parfaitement adhérent. En fait, c'est la colle qui va venir mouiller l'espace entre le pansement et la gencive, assurant ainsi son collage. Alors, selon les cas et selon la profondeur de l'inclusion, on peut être amené la semaine d'après à renouveler l'utilisation du pansement pour refixer la position telle qu'on voudrait qu'elle soit de manière optimale. Donc le pansement est démonté, les fils enlevés, la plaie détergée, et ensuite le pansement, puisqu'il est caoutchouteux et nettoyable lui aussi, eh bien, peut être remis à sa place très exactement, recollé encore une fois, et quand on retrouve les enfants une quinzaine de jours, donc à partir du jour 0, eh bien toute la plaie a déjà un épithélium et ça ne saigne plus. Donc les facilités pour l'orthodontiste sont énormes pour coller là où il le veut et au moment où il le veut, donc son ancrage pour pouvoir faire sa traction. D'autres confrères, comme je vous le disais, préfèrent faire cette intervention avant d'avoir installé tout le système orthodontique, considérant que la mise à l'air de la dent réactive, comme je vous le disais tout à l'heure, le processus d'éruption. Et parfois c'est très, très notoire. Voilà, donc une prescription de bain de bouche et dentalgique va être faite et on se retrouve dans une petite semaine. Voilà, pour en revenir à l'explication du résultat que nous cherchons à obtenir, c'est en fait, on cherche à mettre toutes sortes de tissus épithélial en regard de la dent. En fait, si on ne mettait pas ce tissu épithélial, eh bien, ce serait le caillot qui viendrait remplir la plaie et automatiquement, il y aurait une réparation et la dent se ferait réenfouir. Cet épithélium, pour la partie concernant la prémolaire, eh bien, cet épithélium, rappelez-vous, c'était le lambeau c'était la gencive qui était là, nous l'avons récliné et elle est venue tapisser donc, le septum mésial de la prémolaire, faisant que de ce côté-là, eh bien, il n'y aura pas de bourgeonnement puisque de l'épithélium va s'interposer. Et ici, de la même manière, sur les bords, puisqu'il va y avoir cette gencive qui va être repliée sur elle-même, très vite, l'épithélium de ce bord-là va joindre
et rejoindre le bord de l'os qui entoure la couronne, et il y aura donc un cratère épithélialisé à 15 jours. Et grâce à ça, nous aurons toujours un regard sur la dent qui aura été dégagée partiellement. C'est le but de cette intervention, évitant d'avoir à coller le bracket en cours d'intervention, ce qui est parfois difficile, compte tenu que dans ces secteurs, il s'assaigne beaucoup. À la différence des protocoles habituels qui concourent à ouvrir le site, à faire le collage et à refermer, cette intervention, si elle est peut-être un petit peu plus délicate à mettre en œuvre, permet à l'orthodontiste de voir en permanence la dent au cours de son éruption et donc de pouvoir modeler et moduler les axes de traction, c'est-à-dire il aura accès donc à la face palatine souvent de la dent, donc il pourra mettre un axe de traction partant ici ou partant plus en distal. Il arrive souvent de voir la dent qui soit en rotation de 90 degrés, donc il m'est arrivé de voir des praticiens mettre deux types de traction pour faire en fait tourner la dent sur elle-même. Et c'est, semble-t-il, un gain de temps parce que en même temps que la dent subit son éruption, on la remet dans le bon axe de sa future implantation. Voici un exemple d'un cas où la canine était excessivement en malposition. Donc le praticien, dans un premier temps, a exercé une traction en direction occlusale et il a pu, puisqu'il voyait la dent depuis le départ, modifier ses axes de traction très régulièrement. Voici quelques mois plus tard, donc la dent a bel et bien été amenée en direction antérieure par un mouvement que seuls les orthodontistes connaissent. La dent a été amenée vers l'avant et ensuite par un effet de ressort, la dent va être amenée vers son site d'éruption idéal. Alors ce qu'il faut savoir souvent, c'est que les orthodontistes répugnent à passer une couronne à proximité de l'autre, craignant une risalise. Donc vous avez vu par rapport à tout à l'heure, la dent a été poussée en avant et en dedans, puis ramenée vers l'avant, et pour ensuite être recentrée le long de l'arcade. Et il n'y a pas eu de chance que cette canine, qui était très profondément inscrite là, eh bien, puisse avoir lésé la racine mésiale de la prémolaire. Alors voici un exemple d'une inclusion bilatérale au niveau maxillaire. Eh bien, le traitement ici a consisté à laisser les dents venir spontanément en direction occlusale, ce qui est arrivé parce que le jour où l'intervention a eu lieu, c'est-à-dire près de 2 mois plus tôt, eh bien, elles étaient autrement plus profondément incluses. Et là, on a la preuve que ça serait peut-être une nouvelle stratégie à adopter, c'est-à-dire très tôt dans la vie de l'enfant, sitôt qu'il y a une suspicion d'inclusion, et ça les orthodontistes le savent, eh bien, il n'y a aucun inconvénient à venir dégager les dents, les remettre à le remettre à jour, au jour, et d'obtenir ainsi donc leur éruption qui peut repartir. Ensuite, il deviendra beaucoup plus simple de les remettre à leur place. Voilà. Après avoir revu le patient 7 jours plus tard, les pansements sont retirés, ainsi que les fils de suture. La plaie a été détergée aux ultrasons et des conseils d'hygiène ont été donnés, à savoir pratiquer un brossage ciblé dans les sites opérés avec une brosse post-opératoire de diamètre 7 centièmes. L'image que nous voyons ici est à 14 jours. On peut déjà apprécier que les berges du site sont épithélialisées majoritairement et que les 2 canines ont déjà légèrement égraissé. Elles ne se feront plus jamais recouvrir par le plan muqueux. Pour conclure, ces cas d'inclusion moyenne sont les plus fréquents et bien sûr pour les formes plus extrêmes, il existe d'autres recours.